Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin, où l'on rencontre, dans le cadre du cours de plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Colombe Belaise qui a complété son doctorat en génie biomédical spécialisé en biomécanique à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Elle a travaillé en tant que chercheuse au Centre collégial de transfert de technologie chez Inédit et travaille maintenant comme analyste technico-commercial pour l'organisme à but non lucratif Axelis. Fait intéressant, durant sa thèse, Colombe a remporté le premier prix du public du concours Ma thèse en 180 secondes, événement dont j'espère que nous aurons l'occasion de discuter durant l'entrevue. Bonsoir Colombe. Bonsoir Benjamin, Comment vas-tu? ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue pour parler de ton parcours avec les étudiants en kinésiologie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel? Oui, bien sûr. Déjà, merci d'avoir pensé à moi pour cette entrevue. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis analyste technico-commercial, plus précisément dans l'équipe Sciences de la vie chez Axelis. Mon emploi actuel consiste à évaluer des projets de recherche. Je les lis, je regarde leur pertinence scientifique, je fais des analyses d'art antérieur pour vérifier qu'ils répondent bien aux trois critères principaux de brevetabilité, qui sont la nouveauté, la non-évidence et l'utilité. J'évalue leur potentiel sur le marché. Et dans le processus, nous sommes parfois amenés pour certains projets qui ont un fort potentiel à regarder les possibilités de démarchage avec des partenaires majeurs dans le domaine que nous identifions également. Mes grandes tâches, c'est d'émettre des rapports, d'interagir avec des chercheurs, des professionnels, industriels et de participer à la valorisation de projets en maturation. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de l'avantage, par exemple, que ton passage en kinésiologie pourrait te permettre, ton passage en tant qu'étudiante en kinésiologie pourrait te permettre de faciliter ou de t'aider à ton travail actuel? Oui. Alors, pourquoi la kinésiologie ou la biomécanique, plus précisément dans mon cas? C'est que nous sommes amenés à évaluer une diversité de projets, dont certains peuvent être orientés en biomécanique. C'est important d'avoir cet arrière-plan, en fait, pour pouvoir comprendre les projets, puisque nous ne sommes pas juste amenés à les lire, on doit aussi faire preuve d'esprit critique pour pouvoir les évaluer de manière précise. C'est important d'être expert dans le domaine, justement, dans lequel nous évaluons les projets. À mon travail, nous avons tous un doctorat, donc ce n'est pas D'accord. du tout une chose rare. Voilà en quoi c'est bien, en fait, d'avoir fait kin ou biomec. D'accord. Donc, c'est un peu l'idée là, d'avoir passé toi-même à travers le processus de la recherche pour un peu mieux comprendre finalement les tenants et aboutissants, là. C'est exactement ce que tu as dit. Donc, le fait d'avoir été moi-même chercheur et d'avoir moi-même aussi fait le parcours académique en recherche, ça me permet de comprendre le processus de la recherche et de comprendre aussi comment les chercheurs ou inventeurs en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui, puis de mieux les accompagner parce que je comprends en fait comment ils travaillent et qu'est-ce que ça implique en fait dans les projets. Est-ce que tu penses que ça te rend plus sévère ou plus conciliante envers les autres chercheurs? Je pense que c'est un bon équilibre entre les deux jusqu'à présent, puisque c'est sûr qu'on va chercher la pertinence scientifique, donc on regarde, en fait, on gratte pour chercher la petite bête, mais d'un autre côté, on est capable de comprendre les enjeux qu'implique de faire un projet de recherche universitaire avec toutes les difficultés et les défis que ça représente. Donc voilà, c'est un bon équilibre. C'est un bel équilibre entre les deux. Est-ce que Oui. tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on devient analyste technico-commercial? Waouh. Alors, dans mon cas, on devient analyste technico-commercial, entre guillemets, par hasard. D'accord. C'est un poste, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'une structure comme celle dans laquelle je suis actuellement existait. Donc, c'est vraiment en furetant sur LinkedIn plus précisément, mais aussi en posant des questions autour de moi, que j'ai fini par découvrir qu'Axelis existait. Euh, Axelis en tant que tel existe seulement depuis 1 an et quelques mois,
mais en fait, c'est le regroupement de 3 autres grandes sociétés de valorisation de la recherche qui existaient déjà depuis plusieurs années. Mhm. Et voilà, donc j'ai découvert Axelis à son lancement l'an dernier par le truchement d'appel à projet que notre organisation offre. Et c'est comme ça que je suis allée me renseigner sur le poste en question. Puis ça m'a tout de suite plu. En fait, j'étais chercheur, comme tu l'as mentionné au début, pendant 4 ans. Et en tant que chercheur, souvent, on a besoin d'aide Mhm. pour que nos projets ne restent pas juste des projets dans un laboratoire, mais pour que ça puisse avoir un devenir. Et j'ai trouvé ça extraordinaire que ça existe de pouvoir accompagner des chercheurs pour justement les aider à faire sortir leurs projets de recherche et leurs inventions de leur petite structure pour que ça devienne quelque chose de plus grand et d'impactant dans la société. Mhm. Et justement, au jour le jour, là, si je vais te voir par hasard à ton travail, à quoi ça ressemble ta journée? Ok. Alors, moi, je suis analyste, donc c'est juste une partie du processus qui est vraiment très large chez D'accord. Axelis. Donc, mes tâches au quotidien vont être de faire beaucoup de lectures. Il faut aimer lire, il faut aimer rédiger également, parce que je Mhm. dois rédiger des rapports, donc je dois faire des lectures d'articles scientifiques, des lectures de brevets. Je dois être capable d'analyser ces brevets, d'être assez rapide, puisqu'on a beaucoup de dossiers qui rentrent. Ensuite, en dehors de toute cette rédaction, donc il y a des rencontres avec les chercheurs, comme j'ai mentionné, pour les comprendre, comprendre leur technologie. C'est très instructif et ça ouvre beaucoup l'esprit de faire ce travail parce qu'on a sous les mains beaucoup de technologies variées. C'est plutôt extraordinaire d'avoir toute cette richesse et de voir que au Québec, on est très prolifique en termes de recherche, donc c'est merveilleux. Ah, c'est être en premier plan de la recherche avant qu'elle devienne finalement commerciable. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Ah, c'est extrêmement stimulant. Par rapport aux autres étudiants là, qui sont à l'EXAP, tu as un parcours un peu atypique par rapport à nous, évidemment. Donc, est-ce que tu pourrais nous rappeler quel était ton parcours académique? Alors, c'est vrai, un parcours atypique. Donc, je suis française, j'ai commencé dans le système français. Donc, en France, on a juste après le secondaire, qui est notre lycée, ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Ce sont 2 ans que l'on fait pour passer des concours et ensuite entrer dans une école d'ingénieurs. Donc, moi, j'ai fait 2 ans en maths physique. Donc, c'était en Guadeloupe, plus précisément. Ensuite, je suis entrée en école d'ingénieur en France, à l'EPF, école d'ingénieur, qui se trouve dans la banlieue parisienne. Et j'ai fait 3 ans d'ingénierie généraliste, mais avec une spécialité en mécanique des matériaux et structures. Donc, au cours de ces 3 ans, j'ai eu l'occasion de venir au Québec 2 fois. La première fois, j'ai fait un stage à Polytechnique Montréal. Donc, c'était au LIAB, Laboratoire d'innovation et d'analyse de bioperformance, dirigé par le professeur Le Signaya. Et ensuite, une deuxième fois, je suis revenue pour mon projet de fin d'études et j'ai rencontré Michael Begon, donc au laboratoire de simulation et modélisation du mouvement. Et là, j'ai beaucoup aimé la biomécanique. Je suis restée dans la biomécanique, donc j'ai embrayé avec une maîtrise en génie biomédical, en biomécanique dans son laboratoire. Et ensuite, j'ai fait un passage accéléré au doctorat, toujours dans le même domaine. Et à l'issue de ça, j'ai eu mon emploi chez Inédit, comme tu as mentionné. D'accord. Et durant ces années d'études, est-ce qu'il y a des compétences particulières que tu as acquises qui t'aident aujourd'hui? On parlait tout à l'heure notamment là, de peut-être l'aide à la recherche ou de mieux comprendre ce qui se passe. Exactement, tout à fait. Donc, les principales compétences, je dirais, que j'ai acquises en étant en recherche, en maîtrise et au doctorat, c'était d'abord l'esprit critique, l'esprit d'analyse, de ne pas tout prendre pour argent comptant lorsque l'on a sous les yeux une étude ou un article scientifique. Et donc aussi les qualités de faire beaucoup de lectures, que ce soit D'accord. des lectures de thèse, des gros rapports et beaucoup rédigés. Donc voilà, tous ceux qui sont dans la recherche savent qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et aussi tout faire pour être autant que possible sûr de soi, parce que finalement, dès qu'on se voit délivrer le diplôme de PhD, c'est qu'on est supposé être l'expert de son domaine. Uh-huh. Donc à un moment donné, il faut être sûr de ce qu'on dit et du coup lire beaucoup pour justement autant que possible savoir ce qu'on dit, ne pas se tromper, parce que les gens comptent sur nous. Et pour d'autres compétences moins académiques, je ne sais pas si tu allais poser la question, mais Ben, je t'en prie. justement, j'allais mentionner que
J'ai beaucoup appris en termes de rigueur intellectuelle et aussi de faire face à la contradiction. Donc, on ne va pas toujours rencontrer des gens qui sont d'accord avec notre avis ou nos recherches. Puis là, faut apprendre à défendre son travail et ça permet aussi de s'endurcir un peu en tant qu'individu. Moi, j'ai beaucoup appris pendant mes années de doctorat, donc c'est bien C'est ça. la fine ligne aussi entre défendre ses idées et être têtu, peut-être? Oui, effectivement, il y a un peu des deux, mais je trouve que c'est bien d'être pugnace parfois. Surtout, je vais le mentionner en tant que jeune femme dans un milieu comme celui-ci, parfois il faut savoir se faire respecter. Donc, Tout à fait. Le message est certainement passé. D'ailleurs, voilà. ce qu'on pourrait appeler peut-être de para-académique, parce que ça reste encore dans l'académique, je le mentionnais au départ, où tu as participé à ma thèse en 180 secondes. Donc, peut-être que d'autres étudiants ils seraient intéressés à vivre cette expérience-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors l'expérience de ma thèse en 180 secondes, donc c'était la finale institutionnelle de l'Université de Montréal. Et ça consistait justement, comme le nom l'indique, à résumer son projet de recherche en 3 minutes. C'est extrêmement challengeant parce qu'un projet de recherche de 3 ans ou plus, c'est un peu difficile à résumer. Uh-huh. Donc ça apprend à vulgariser son travail, à rester le plus simple possible. Et il faut développer aussi des compétences en communication pour transmettre tout le message sans enlever les morceaux essentiels, mais sans garder le superflu, c'est compliqué, mais je Uh-huh. trouve que c'est une très bonne expérience, surtout pour apprendre à présenter ce qu'on fait à d'autres qui ne sont pas du domaine. J'ai beaucoup aimé l'expérience, donc ça a eu lieu à l'UDEM, le campus à Montréal. Et donc, il y avait plusieurs candidats donc, qui passent avant toi, donc tu as le stress que tu les entends passer, tu les Uh-huh. vois passer. Juste avant moi, en plus, la fille qui est passée, elle a eu un blanc, puis elle a bloqué. Et je passais juste après. C'était un peu stressant, mais ça s'est très bien passé. Puis le public a voté, puis j'ai eu la chance d'obtenir le premier prix de présentation pour cette finale-là. Uh-huh. Mais encore une fois, félicitations. Et je suis sûr que les compétences acquises là, sur justement la vulgarisation sont vraiment utiles par la suite, que ce soit dans la carrière ou que ce soit simplement dans communiquer avec le reste de la population. Tout à fait, tout à fait. Le travail dans lequel je suis, puis même en tant que chercheur auparavant, il était très important de pouvoir, et il est toujours très important de pouvoir communiquer, que ce soit auprès des chercheurs, que ce soit auprès de n'importe qui, des partenaires industriels, des clients que j'avais à l'époque dans le CCTT. Parce que au final, ce ne sont pas des personnes qui sont dans le milieu ou inversement, certains sont dans le milieu, puis il faut adapter son langage en fonction du public auquel on Mhm. s'adresse. Et ça, c'est très important parce que ça évite beaucoup de malentendus, beaucoup de crises, de soucis de communication. Donc, ouais, Tout à fait. Et c'est un apprentissage à faire. Et sinon, en rétrospective, est-ce qu'il y a des compétences que tu te serais dit, j'aurais aimé ça apprendre durant mon cursus et ça pourrait être un conseil à donner aux étudiants, allez apprendre cette chose-là? ben, en fait, non. J'ai réfléchi à cette question, puis je n'en vois pas. En fait, je trouve que, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, bien sûr, que j'ai développé les compétences au moment où il le fallait, parce qu'en avançant progressivement, on est confronté à différentes situations, puis différents milieux de travail, et on est amené à fréquenter différentes personnes qui nous conduisent naturellement à évoluer tant dans nos compétences que dans notre manière de penser, d'agir. Et aussi, bien sûr, l'avancement professionnel s'accompagne aussi d'une croissance personnelle. Donc, on vieillit avec de la chance, on gagne en maturité, en sagesse. Du coup, nos compétences s'enrichissent naturellement, j'ai envie de dire. Donc, Il faut j'ai- apprendre les choses le temps venu. exactement, c'est le mot de la fin, c'est ça. Peut-être justement comme un mot de la fin, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton passage à l'EXAP? Oui, j'en ai trouvé une. Donc, c'est une anecdote pas très sérieuse, mais c'était à la journée de la recherche. Donc, comme vous le savez, la journée de la recherche qui est assez populaire de nos jours. Donc, c'est toujours une très grosse journée. Donc, une journée où on se lève tôt pour réviser sa présentation. Puis, la journée termine toujours par un 5 à 7. C'était en 2017. Il y avait un 5 à 7 au Sepsum, dernier étage, en attendant la remise des prix. Et ce jour-là, c'était un vin et fromage. Voilà. Pour les Français. Et moi, je ne bois pas, je bois très rarement, donc j'ai uniquement grignoté. Mais j'étais tellement fatiguée que je me suis assise auprès d'une table et j'ai
baisser la tête sur la table pour fermer un peu les yeux en attendant la remise des prix. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mes gentils collègues et amis ont mis toutes leurs bouteilles vides sur la table en question et ont pris une photo, faisant croire que c'est moi qui les avais toutes bues et que j'étais assommée après avoir tout bu. Mais je me suis réveillée juste après et j'ai reçu cette fois-là le premier prix de présentation, comme si de rien n'était. Donc voilà, c'était mon anecdote de cette journée de la recherche-là. Donc voilà, c'était une bonne journée. J'adore ça puisque ça montre aussi l'esprit bon enfant qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un laboratoire. Exactement, exactement. Donc il y a une photo qui circule, il ne faut pas croire ce que l'on dit. Colombe Voilà, n'était pas réellement saoul à ce moment-là. exactement. Ben, Voilà. je te remercie, Colombe. Donc, je rappelle que tu travailles comme analyste technico-commercial chez Axelis. Merci d'avoir participé à l'entrevue. Merci à toi, Benjamin. Bonne Et soirée. pour tout le monde à la maison, ben, je vous souhaite bonne journée. À la prochaine.